Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech où on vous parle de toute l'actu tech, on vous la résume simplement et on la rend facile et agréable à écouter, c'est le but en tout cas. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis très heureux de recevoir comme tous les mois mon compagnon depuis le début de l'émission, Jeff Clavier, qui est investisseur dans la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Ça va super bien. Il fait de nouveau beau et chaud à San Francisco. Ça fait 2 mois qu'on a un temps misérable. On se serait cru, je sais pas où, il pleut. C'était franchement en pas Irlande. génial. Je sais pas, je veux pas insulter mes amis irlandais, mais franchement, c'était pas un temps de San Francisco. Et là, je regarde dehors et il fait beau et il fait chaud. Et je vais tout à l'heure, on enregistre un peu plus tôt. Parce que aujourd'hui je vais au Demo Day de Y Combinator, qui est le plus gros incubateur ici aux États-Unis, et donc il faut que je parte à 1h et que je mange ma salade d'ici 1h. Donc, je vais parler et je vais manger en même temps sans que personne s'en rende compte. On va voir, on mettra une note, on demandera aux auditeurs de mettre une note à la fin de l'épisode pour voir le niveau de rendage compte du fait que tu aies mangé ta salade. Ça va faire un jeu marrant en plus de l'émission. Oui, moi je reviens de Paris hier et à Paris il faisait pas beau jusqu'à ce que je parte. Et là quand je suis arrivé, j'ai conduit dans une tempête de neige jusqu'à la maison alors qu'il faisait super beau le matin. Je sais pas ce qui se passe mais je suis maudit au niveau de la météo ces derniers temps. C'est un petit peu ma vie pour un peu de soleil, ou presque. Donc bon, je ne parle pas trop de ta bonne fortune météorologique, ça me rend jaloux. Mais tu sais quoi ? Il se met à pleuvoir dans 2 jours, t'inquiète pas. Ok, j'espère. Non, je ne souhaite ce malheur à personne. Mais on va parler de plein de trucs hyper intéressants. Comme j'ai la chance de t'avoir, on va parler d'un sujet sur les nombreuses sociétés qui sont en train d'entrer en bourse cette année et qui vont créer des milliers de millionnaires dans la zone très restreinte de la Silicon Valley et plus particulièrement de San Francisco. On va explorer un petit peu ce que ça veut dire. Il y a le procès entre Spotify et Apple qui va, a priori, en Europe, répondre enfin à la question de est-ce que l'App Store est un monopole ou pas. C'est une question qui n'est pas si simple qu'on pourrait le penser. Il y a des sujets sur IBM qui utilise des photos sous Creative Commons pour entraîner son intelligence artificielle, ce qui est une question en fait qu'on s'était jamais posée jusque-là. C'est marrant de voir comme les situations changent et posent de nouvelles questions, à la fois légales et limite éthiques, j'ai envie de dire morales, mais c'est presque éthique. Et puis plein d'autres sujets, vous allez voir que les jeunes ont des idées en permanence pour pouvoir communiquer, même quand on leur interdit de le faire, et plein d'autres petits sujets comme ça. Mais on va commencer avec Lyft, Pinterest, Postmates, Slack, Uber. Et vous savez quoi ? Avant ça, quand même, un grand merci à Aldarion, Kevin Tang, Anaël, Vimut et Yannick Boss, qui sont les Patreons que je remercie aujourd'hui pour leur soutien au Rendez-vous Tech. On en parle à chaque fois, vous connaissez la rengaine, mais vraiment cette émission sans eux, sans ces gens-là que j'ai cités et que je cite en chaque début d'émission, eh ben l'émission n'existerait pas. Et l'émission est là parce que certains auditeurs comme vous, là, qui êtes en train d'écouter l'émission tranquillement dans votre voiture ou dans le métro ou dans le bus ou en train de marcher vers le boulot, eh ben, certains comme vous, ils décident de soutenir financièrement l'émission. Sans ces gens-là, vous n'auriez pas d'émission à écouter. Donc, un grand merci à ceux qui le font. Et surtout, si vous pensez que l'émission est sympa et vous apporte quelque chose, eh ben pensez-y, patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend 2 minutes de s'inscrire, vous avez toutes les clés en main pour choisir comment vous soutenez, donc c'est un bon geste je pense, et ça soutient un business model sain et j'ai presque envie de dire équitable. Bon, donc, je disais, il y a ces sociétés que j'ai nommées. Alors, parmi celles-là, il y en a que vous connaîtrez peut-être un petit peu plus et d'autres un petit peu moins. Mais en tout cas, c'est des grosses sociétés qui existent depuis quelques années et elles vont toutes entrer en bourse cette année. Elles vont toutes avoir leurs IPO cette année. Et il y a plusieurs articles qui ont
qui ont été publiés ces derniers jours, ces quelques dernières semaines, et tous expliquent que il y a tellement d'employés qui sont rentrés au début de la création de la société, ou plus ou moins qui ont des stock options, que ça va faire des milliers de millionnaires à San Francisco. J'ai mentionné Uber, bien sûr, il y a Airbnb aussi, Slack qu'on connaît bien, Pinterest, Lyft, Postmates, etc. Et donc, il va vraiment y avoir des milliers d'ingénieurs, d'employés de ces sociétés qui sont millionnaires. On estime à entre 5 et 10 000 millionnaires qui vont arriver, qui vont être créés en quelque sorte à San Francisco cette année. Et au-delà de l'influx économique, j'ai envie de demander à Jeff, au niveau de l'écosystème des startups, tout ça, c'est des ingénieurs qui vont avoir beaucoup d'argent. Alors, ils vont sans doute le dépenser de manière peu recommandable pendant un moment, mais c'est des gens aussi qui vont peut-être vouloir créer leur propre société. Est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle de start-up et que ces gens-là vont eux-mêmes créer de nouvelles start-up? Vous attendez à devoir voir plus de boîtes, investir dans des trucs intéressants? C'est une période qui doit être intéressante pour vous en tant que VC, même si toi, tu me disais que vous, spécifiquement, vous investissez plus trop dans la tech pure, ou plutôt dans la tech consumer. Mais en même temps, vous avez une boîte qui va entrer en bourse aussi, donc ça va être la fête chez Uncork Capital également. Ouais, donc Airbnb n'a pas annoncé qu'ils allaient public cette année. C'est-à-dire qu'on sait que Uber est en cours de filing, Lyft a commencé son roadshow, donc la présentation aux investisseurs aujourd'hui, et donc on s'attend à ce qu'ils aillent public en fait dans les 15 jours. Ils entrent en bourse, ouais. Ce qui rentre en bourse. Ce qui est exceptionnel, en fait, c'est qu'il va y avoir une telle compression du temps sur tous ces événements. C'est-à-dire que tu vas avoir Uber, Lyft, Pinterest, Slack, Postmates, qui vont tous rentrer sur les marchés publics. On s'attend au deuxième trimestre. Donc, ça va être un peu l'embouteillage devant le Stock Exchange à New York. Effectivement, quand tu calcules la capitalisation potentielle de tous ces gens-là, c'est de l'ordre de 180 milliards de dollars. D'accord ? Et encore, ça peut être un peu plus. Donc, disons 200. Allez, on va dire 200, juste pour avoir un nombre rond. Et effectivement, quand tu penses à les quelques centaines voire les quelques milliers d'employés qui étaient là suffisamment tôt pour avoir des stock options, entre 1%, 1,5%, un dixième de % sur des montants tels, tu vas avoir des gens qui vont se retrouver avec 10, 50, 100, 250 millions une fois qu'ils sont capables de monétiser leurs actions. Donc, ce qui va se passer, c'est, imaginons, Uber va public à un moment au mois d'avril, tout le monde ne peut pas vendre pendant 6 mois. Donc ça veut dire qu'à partir du mois d'octobre-novembre, tu peux commencer à vendre tes actions. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vendre un peu, histoire d'aller t'acheter une baraque, un appartement, une voiture, une moto, etc. etc. Et donc, c'est des gens qui sont des employés entre guillemets normaux, ils ont des actions d'une société qui vaut beaucoup. Enfin, ils auront des actions quand la société sera cotée, mais aujourd'hui, c'est des gens qui doivent encore payer leur loyer avec leur salaire, qui doit être quand même raisonnable, j'imagine, mais ces employés... On va pas pleurer pour eux, sachant qu'il est tout à fait possible qu'ils aient déjà commencé à vendre un petit peu de leurs actions lors des ventes de ce qu'on appelle secondaires, où un employé peut vendre jusqu'à 5 ou 10% de ses actions à des investisseurs avant que la boîte se vende ou la boîte aille sur le marché public. Ouais. Donc, une partie de ces gens-là ont déjà commencé à monétiser, ont déjà commencé à acheter des appartements, etc. Et c'est pour ça qu'on a une situation à San Francisco au niveau de l'immobilier qui est complètement débile. On vient de passer, j'écoutais une émission ce matin qui disait qu'on est maintenant la ville la plus chère au monde en termes de loyer. Ouais.
où tu as, je crois, une pièce à San Francisco, le loyer moyen, c'est 3 960 $, un truc comme ça. Mais c'est sûr, et là c'est un exemple hyper clair de gentrification. Et San Francisco était une ville hyper diverse, hyper culturellement hyper intéressante. Et bon, je suis sûr qu'il y a encore des gens différents à San Francisco, mais c'est vrai qu'il y a eu un tel influx de ces sociétés et de ces richesses créées que ça a provoqué ce genre de situation absurde où les gens ont du mal à se loger. On plaisante souvent avec l'idée de Startup Nation en France. Là, c'est vraiment Startup City, quoi. C'est genre toute la ville est une startup et au fur et à mesure que les sociétés entrent sur le marché boursier, les gens s'enrichissent et continuent à vivre là, mais poussent à l'extérieur les gens qui sont qui bossent dans des magasins, qui ont des boulots pas dans la tech, etc. Mais donc, pour revenir à cette question de cycle, est-ce que on a un cycle de création justement qui peut reprendre? Là, on a des grosses sorties. Est-ce qu'il y a un cycle de création avec tous ces ingénieurs? De ton expérience, ils vont faire quoi les gars et les nanas? Ils vont partir ailleurs ou ils vont recréer des boîtes, quoi? Ça dépend un petit peu de la culture de la boîte. Ça dépend. Si tu regardes, en fait, ce phénomène-là a déjà existé avec Facebook. Quand Facebook a été public, il y a plusieurs milliers d'ingénieurs et d'employés Facebook qui sont devenus millionnaires, certains milliardaires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont restés chez Facebook. Donc, c'est pas évident. C'est pas parce que tu as un gros chèque qui tombe que tu vas forcément quitter la boîte. Tu vois, Chris Cox, qui était le patron du produit chez Facebook, a annoncé son départ la semaine dernière. Ça faisait 13 ans qu'il était là. Et le mec, c'est un des premiers employés, donc il s'est fait une blinde, probablement dans les centaines de millions de dollars. Et il travaillait pas parce que il avait besoin d'un salaire, quoi. Tu vois. Donc c'est la passion, c'est la mission, c'est tout ça. Clairement, tu vas avoir des gens qui vont quitter la boîte parce que s'ils ont passé 6, 8, 10 ans, c'est le moment de tourner la page. Alors, est-ce qu'ils vont partir, faire le tour du monde, déménager ailleurs parce qu'ils trouvent que San Francisco, c'est plus vivable? Parce que c'est vrai qu'une grosse partie de ce qui faisait San Francisco intéressant, c'était la diversité. Et en gros, la seule diversité qu'on a maintenant, c'est est-ce que tu es millionnaire, décamillionnaire, centimillionnaire ou milliardaire? En gros, c'est on te demande ton nombre de zéros, quoi, au-dessus du million. Et c'est vrai que des gens n'apprécient pas ça. D'un autre côté, il y a une concentration à la fois de talent et d'expérience et d'argent qui va alimenter l'écosystème qui est unique. Et donc, à ce jour, on est toujours, tu vois, mon bureau est au centre de ce qu'on appelle SOMA, South of Market à San Francisco. C'est là où il y a énormément de venture capitalistes et de fondateurs qui viennent pour lever de l'argent. Mais ce qu'on commence à voir, c'est un peu une ouverture sur d'autres marchés où les boîtes vont installer leur centre d'engineering dans d'autres villes où c'est pas aussi difficile de se loger, où ça coûte moins cher d'embaucher parce qu'il y a énormément de compétition, quoi. Donc ça commence à se décentraliser. Mais du coup, vous, dans le milieu des venture capitalistes, des investisseurs, vous vous dites, est-ce que vous vous dites, en gros, c'est la question à laquelle je mène mon petit laïus. Est-ce que vous dites, genre, en 2020, on va avoir 2 fois plus de gens qui vont venir nous voir ou en 2021 pour lever de l'argent parce que avec leurs 2, 3, 4, 10 millions, ils se sont dit, je m'en fous, moi je vais me lancer dans un truc et créer ma boîte. Et donc, au bout d'un moment, ils auront besoin d'argent pour grossir. Est-ce que vous dites que ça va se passer comme ça ou alors non, ça va pas? Il n'y a pas vraiment de corrélation. Là encore, ça dépend des gens. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre j'ai fait beaucoup d'argent et maintenant je vais faire une boîte. Et à la limite, non, mais c'est des ingénieurs doués et qualifiés qui vont peut-être pouvoir se libérer de leur boulot, du boulot qu'ils ont aujourd'hui. Tu vois, dans ce sens-là, peut-être. C'est vrai, mais si tu t'es fait une dizaine de millions ou une vingtaine de millions chez Uber, t'as pas forcément envie de passer les 5 prochaines années à galérer comme un malade sur ta propre start-up.
la, c'est rare de voir des gens qui se font plein d'argent et qui tout de suite très replonge. rapidement replongent. Parfois ils le font au bout de quelques années, ils peuvent prendre un break. T'as des serial entrepreneurs, des gens qui font une boîte après une autre parce qu'ils peuvent pas s'en empêcher. Mais en termes d'ingénieurs, c'est soit ils aiment leur boulot, ils ont fait plein de fric et ça va pas forcément changer leur vie, parce que tu as des gens qui mènent une vie relativement simple et même si tu leur donnes 50 millions, c'est pas pour autant qu'ils vont devenir dépensiers, acheter plein de trucs, etc. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des boîtes, ça dépend de la culture. Il y a des boîtes où la culture est relativement dure. Uber est assez connu pour ça, alors que Lyft est plutôt une boîte plus cool, quoi. C'est plutôt, je veux pas dire des bisounours, mais c'est un peu moins presse-citron. Pas pour autant qu'ils bossent dur, mais c'est pas aussi dur que Uber a la réputation d'être. Donc c'est pas pour autant que les gens vont quitter Lyft. Je pense que c'est plus qu'est-ce que ça veut dire pour eux cet événement, qu'est-ce que ça va changer personnellement, et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette richesse nouvellement créée. Peut-être que certains vont se mettre à investir, du coup. C'est vrai qu'on a vu... Alors ça, c'est ce que j'allais dire, c'est tu peux être sûr d'une chose, c'est que tout le monde va investir, et donc d'un seul coup, tu vas avoir 5000 angels en plus, donc des gens, des business angels, des gens qui vont faire des investissements. Le problème, c'est qu'on dégorge tellement d'argent au niveau de l'investissement ici que avoir 5000 Pékin qui peuvent se permettre d'investir en plus, ça va augmenter donc la demande, et l'offre, elle est relativement statique. Et donc, ce que l'on voit, nous, en tant qu'investisseurs, c'est la compétition que l'on a pour rentrer dans les deals est absolument débile, et on se retrouve à payer des valorisations pour les startups qui sont décorrélées des progrès qu'ils ont fait. C'est juste le fait qu'il y a énormément de gens qui veulent investir, et donc les prix montent, quoi. Et malheureusement, comme je dis toujours en me plaignant, parce que je me plains tout le temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on gagne les deals. J'en ai encore gagné un ce week-end, où il y avait 5 offres d'investisseurs, et c'est moi qui gagnais, mais j'ai pas eu le prix que je voulais payer, et puis j'ai pas non plus écrit le chèque que je voulais écrire, et donc in fine j'ai gagné le deal, donc je vais pas me plaindre. En plus, c'est rigolo, c'est un CEO français, mais c'est franchement difficile de garder une certaine discipline au niveau de l'entrée quand tu as autant d'argent qui essaie d'investir dans les startups. Au-delà du fait que, comme tu disais tout à l'heure à propos d'autre chose, on va pas pleurer pour eux, mais au-delà de ça, ce que tu dis, c'est que ça dérègle la valeur de ces entreprises qui sont donc qui ont une valeur attribuée en fonction de l'argent que paye un investisseur pour avoir un pourcentage de la boîte. Tu veux dire que quand il y a plus d'argent, c'est la loi de l'offre et de la demande, la valeur des entreprises devient déconnectée de la vraie valeur du travail ou des innovations qu'elles apportent. Simplement parce qu'il y a tellement d'argent pour investir dans l'écosystème de la Silicon Valley que ça fausse l'équilibre, quoi. En même temps, moi, j'ai envie de vous dire, venez investir en France, par exemple. Là, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. Je suis sûr que ça pourrait mieux correspondre, non ? T'as beaucoup plus d'investisseurs en France qu'il n'y avait, tu vois, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus le contraire. Il faut que les entrepreneurs français viennent essayer dans la Silicon Valley pour lever de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et tout à l'heure, donc je vais au démo day de Y Combinator, les boîtes Y Combinator. Donc ils vont présenter. On va avoir 220 boîtes qui vont se présenter à nous sur 2 jours. Donc rien que ça me rend malade. Parce que tu te dis putain, mais qu'est-ce que je vais foutre ? Et il y a beaucoup d'entrepreneurs internationaux qui font le programme Y Combinator parce que ça leur permet en fait de rentrer en quelque sorte avec un passeport pour la Silicon Valley et de se faire financer. Alors que si jamais ils essayaient tout seuls de venir ici, de passer 15 jours et de lever un tour de financement, ça ne marchait pas, quoi. Donc, il y a aujourd'hui pas mal d'accès et d'intermédiaires aux ressources que l'on a.
Mais je vois pas de façon super positive le fait que d'un seul coup on a beaucoup plus d'argent. De la même façon que je sais même pas ce que ça veut dire d'avoir 5000 Pékins qui vont essayer d'acheter tu vois, un appartement ou une maison dans le coin parce on n'a pas le volume de biens qui peut absorber ça. Ouais, Et ouais. donc Ah les, bah, les, les prix vont encore hmm. devenir enfin Bah, c'est déjà je le sais cas, pas. mais ça va encore augmenter, en tout cas pour ce type de biens. C'est déjà le cas, ça continue à augmenter depuis des années, mais là, ça va devenir complètement débile, quoi. Bah, certains vont peut-être dire ah oui, mais on n'en a rien à faire du prix des appartements à San Francisco, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est un des symptômes de l'univers bizarre qui est en train de devenir la Silicon Valley et San Francisco en particulier. Et je sais pas, ça influence d'une certaine manière, ou c'est une influence c'est un signe quoi de la manière dont fonctionne cet écosystème, et donc c'est intéressant à noter aussi. Moi, ce que je retiens, c'est que si vous êtes entrepreneur, peut-être que en 2020, c'est pas une mauvaise idée d'aller faire un tour à San Francisco pour plus que juste 15 jours, comme tu disais, Jeff, pour aller voir s'il y a de l'argent à lever, parce que clairement, il risque d'y avoir un surplus d'investisseurs par rapport au nombre de boîtes qui cherchent à lever de l'argent, qui est relativement statique, comme tu le disais. L'écosystème a levé 100 milliards de dollars l'année dernière, en 2018, et bon, on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2019, mais à la base, au niveau, tu vois, l'amorçage, les angels, etc., tu vas quasiment doubler, tripler la population, quoi. Mm. Bon, donc voilà pour ce petit tour dans la Startup City de San Francisco. On va continuer avec un retour en Europe, mais pas complètement, puisque Spotify a lancé un procès contre Apple, très spécifiquement pour des problèmes qu'ils ont avec l'App Store et les règles de l'App Store. Alors, vous vous souvenez, on en a souvent parlé dans l'émission, l'App Store et Apple demandent ou exigent de récupérer 30% de l'argent qui est dépensé dans l'App Store, que ça soit pour des achats d'app ou pour des abonnements, même si dans le cas des abonnements, il s'agit de 30% la première année et puis descendent à 15% l'année suivante. Spotify, évidemment, aimerait ne pas passer par l'App Store pour les paiements de ses abonnements, mais Apple interdit de parler publiquement, enfin de parler dans les apps, d'informer les utilisateurs dans leurs apps de l'App Store, de les informer du fait qu'il est possible de payer autrement, c'est-à-dire d'éviter la taxe Apple. Si vous vous abonnez à Spotify par l'App Store, eh ben, vous payez 10 €, mais 30% va à Apple. Si vous allez sur le site de Spotify, vous payez 10 €, les 10 € vont à Spotify. Bon, moins, on va dire 3-4% de paiement qui sont prélevés par la société qui processe le paiement. Certaines sociétés, comme Amazon par exemple, choisissent du coup de rendre impossible le paiement par l'App Store. Et pour leurs nombreuses apps, que ça soit comme Mixology, Audible, etc., les paiements ne sont possibles que sur le site web et pas par l'application elle-même. De cette manière, Amazon évite de payer les 30% à Apple. Évidemment, c'est cette taxe Apple ou cette partie que garde Apple ne s'applique qu'aux biens numériques. C'est-à-dire que, comme le précise Spotify, un paiement qui est fait à Uber, qui est donc un service et pas un bien numérique, mais un service physique, le transport, eh bien, il n'est pas soumis à ces 30% d'Apple. Et donc, la question et le problème qu'a Spotify, c'est qu'ils doivent payer les 30% à Apple pour toutes les transactions qui passent par Apple. Je rappelle, 30% la première année, 15% l'année suivante. C'est une règle qui a changé il y a 1 ou 2 ans dans l'App Store. Et leur procès est basé sur le fait que, pour eux, Apple a un monopole sur les applications installables sur l'App Store. Et c'est un monopole qui est injuste puisqu'il force les applications à leur reverser une somme qui est disproportionnée par rapport au service rendu.
la réponse d'Apple est que Spotify bénéficie de l'écosystème de l'App Store qui a été construit et conçu par Apple et qu'il y a une seule catégorie d'applications qui contribuent donc à cet écosystème. Ce sont les applications qui font payer quelque chose. Il y a plein d'applications gratuites qui ne payent rien du coup et qui ont tous les services qui sont liés à l'écosystème de l'App Store entre guillemets gratuitement, et que donc Spotify veut avoir en gros le beurre et l'argent du beurre, et que en plus de ça, ce qu'ils ne disent pas explicitement, c'est que Apple n'a pas une part de marché qui correspond à un monopole, puisqu'il y a Android qui a la plus grosse part de marché des smartphones, ce qui est le cas. Il y a un concept intéressant qui est le concept, alors je crois que je vais bien le dire, c'est pas le Monopoly, c'est le monopsonie. Alors un monopsonie, c'est quoi ? C'est une sorte de Monopoly, mais du côté des fournisseurs. C'est-à-dire que les clients, quand on pense à un Monopoly, on pense toujours aux consommateurs. Est-ce qu'ils sont impactés par un Monopoly ? Est-ce qu'ils ont une expérience moindre ou des désavantages par rapport à ce Monopoly ? Dans le cas d'Apple, c'est peut-être pas forcément le cas puisque effectivement on peut aller sur Android et puis l'expérience, pour un client qu'on paye 10 € sur l'App Store ou 10 € en dehors de l'App Store, c'est un petit peu la même chose. Mais le monopsonie, c'est envers les fournisseurs. Et comme l'App Store et la plateforme d'Apple a une telle importance, les fournisseurs sont un petit peu obligés d'être sur l'App Store. Et là, ils sont, même si de fait la part de marché d'Android est grande, la part de marché des acheteurs, elle est surtout chez Apple. L'App Store génère beaucoup plus d'argent que le Google Play Store. Et donc, les fournisseurs, les développeurs sont obligés d'être sur l'App Store. Et donc, Apple contrôle ce flux des fournisseurs avec ce monopsonie, qui est un petit peu l'inverse, pas l'inverse, mais enfin qui est une autre manière de voir les monopoles. Et donc, c'est une question qu'on se pose depuis toujours. Est-ce que l'App Store est un monopole ou pas ? Et donc, l'Union européenne, auprès de laquelle Spotify a déposé sa plainte, va devoir répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je vais quand même te la poser à toi aussi, Jeff. C'est un petit peu compliqué d'y répondre, je crois, parce qu'en fonction de ce qu'on regarde, la réponse est oui, il y a un monopole ou non, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas si toi, tu as un avis sur la chose. Oui, il y a un monopole au sens où tu n'as pas vraiment d'autres vecteurs pour installer ton application sur les téléphones. Bon, tu peux utiliser des produits de type TestFlight ou des choses comme ça pour avoir une distribution privée, mais c'est difficile d'avoir accès à des milliards d'utilisateurs d'iPhone autrement que par l'App Store. D'accord ? Donc c'est un passage obligé. D'un autre côté, tu peux comme Amazon, faire en sorte que tes paiements ne passent absolument pas par la plateforme et que tu le fasses. Bon, évidemment, ça introduit de la friction et à chaque fois que tu te dis, oh bah tiens, pourquoi je peux pas payer là ? Pourquoi il faut que j'aille sur le site web ? Tu te rappelles, parce que Amazon ne veut pas payer la taxe Apple. Cela dit, si tu as un niveau de rétention suffisant avec tes utilisateurs, c'est faisable. Donc, comme tu le disais, c'est un peu Spotify veut le beurre à l'argent du beurre parce que Spotify était bien content d'avoir accès à la distribution Apple au début et puis maintenant en fait ils se rendent compte que c'est un problème et ils pourraient très bien faire en sorte de forcer les gens à prendre leur abonnement sur le site Spotify, mais j'imagine qu'ils ont peur que ça rende l'expérience beaucoup plus difficile et donc ils perdent une partie des clients, des transformations. Mais le problème, c'est qu'Apple interdit effectivement d'informer les utilisateurs. C'est-à-dire que pour Amazon, encore une fois, on parle de produits comme Audible, les audiobooks, Comixology, etc. Quand tu lances l'app sur un produit Apple, t'as aucune idée de où tu dois aller pour acheter. Pareil avec Spotify, ils n'ont pas le droit, s'ils n'activaient pas le paiement par Apple, ils n'ont pas le droit de dire allez sur notre site web parce que bien sûr ça serait trop simple. Après tu mets un lien et puis tu passes par une page web et t'as très facilement contourné le paiement d'Apple et donc tout le monde le ferait. Mais du coup ça veut dire que c'est quand même un peu compliqué pour Spotify de dire on retire le truc et on peut pas dire aux gens comment s'abonner quoi. Ouais, j'imagine que
ils ont fait leur calcul que c'était plus potentiellement moins cher pour eux d'attaquer Apple devant la Commission européenne et de se mettre Apple à dos que de changer une partie de leur flux qui permettrait en fait en gros, tu ne ferais plus ton paiement au travers de l'App Store et du système de souscription. Il trouvera un moyen, parce que c'est une boîte de toute façon où les gens veulent souscrire, ils veulent leur souscription, et il trouvera un moyen avec un système d'email, etc., de leur faire resouscrire de l'autre côté, j'imagine. Mais ça, ils ont dû se dire, on va perdre trop de souscriptions si on fait ça, et donc allons attaquer Apple. Mais c'est ça, en fait, le cœur du problème, évidemment, comme dans toutes ces histoires. Oui, la question de est-ce que c'est un monopole ou pas, c'est important. Mais au final, ce que veut Spotify, je pense, c'est avoir un pourcentage moins élevé à payer à Apple, parce que je pense que même eux sont d'accord qu'ils ne peuvent pas ne rien payer à Apple. Il y a quand même un écosystème à maintenir. Là, ils sont à 15% au-delà de la première année. Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est 15% depuis le début? Est-ce qu'ils veulent 5%? Parce que là, même s'ils utilisent d'autres services comme Stripe, comme des trucs de carte bleue, tu payes toujours au moins, on va dire, 3, 4, 5%. C'est le cas même quand vous utilisez Patreon. Ils utilisent des systèmes de paiement qui retire 3, 4, 5% sur la somme que vous donnez. Ça se passe comme ça pour moi aussi. Donc, au final, je ne sais pas combien ils pourraient obtenir, mais Apple ne peut pas dire, OK, on abandonne, quoi. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. Peut-être que ils se disent, la Commission européenne n'aime pas trop les GAFA en ce moment. Ça va être plus simple pour nous de les convaincre, mais bon, à voir. IBM a été un petit peu pris à partie ces derniers jours parce qu'ils ont utilisé des images qui étaient sous Creative Commons depuis Flickr pour entraîner leurs intelligences artificielles et leur réseau de reconnaissance faciale. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, le Creative Commons, c'est un système de licence qui est ouvert. Et alors, il y a plein de types de Creative Commons, mais en gros, l'idée, c'est l'opposé du copyright. Pardon, c'est-à-dire que le copyright interdit l'utilisation de propriétés intellectuelles, y compris de photos. Si vous mettez votre photo non pas sous copyright mais sous Creative Commons, vous pouvez contrôler son utilisation et dire ma photo elle est utilisable pour plein de trucs mais pas pour des trucs commerciaux, ou alors c'est utilisable pour les trucs commerciaux aussi, c'est utilisable pour tout ce qu'on veut. Et IBM est allé piocher dans cet énorme réservoir de photos sous Creative Commons qu'il y a sur Flickr ils ont besoin de données, donc ils ont pris ça pour entraîner leur intelligence artificielle. On s'en est rendu compte la semaine dernière, et il y a plein de gens qui étaient un petit peu mécontents de se rendre compte que IBM utilisait leurs photos pour pour entraîner une intelligence artificielle. Alors, il faut noter quand même que IBM a utilisé ça pour entraîner les réseaux neuronaux, mais ils ont ensuite effacé les contenus qu'ils ont utilisés. Et il y a une sorte de question qui s'est posée, est-ce que IBM a le droit de faire ça avec la licence Creative Commons ? C'est un peu une question qui se pose maintenant parce qu'on a une telle préoccupation sur les questions de données privées. Mais à la base, le Creative Commons, c'est oui, vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, l'organisme Creative Commons s'est fendu aujourd'hui ou hier d'un article, d'une petite mise au point pour dire, c'est vrai qu'on se pose la question, mais les Creative Commons, le but est justement que l'utilisation soit libre. Donc, si vous mettez vos images sous Creative Commons, l'utilisation est libre. Ensuite, il y a une autre question qui se pose. Est-ce qu'il y a un problème de vie privée et de politique, en fait, qui doit être régulé et géré par le législateur? Et là, c'est peut-être un autre problème. Mais au niveau des droits, le Creative Commons, c'est pas le copyright. Et donc, la question de la vie privée ne se pose pas avec c'est une autre question, c'est autre chose. Le Creative Commons, c'est qu'il n'y a pas de copyright.
tout ça, c'est bien beau, mais du coup, Jeff, je te pose la question en tant qu'être humain. Si toi, tu as mis des photos sur Flickr qui ont été en Creative Commons parce que c'est sympa, on s'aime tous et on se partage nos données, et puis Creative Commons, c'est le partage, c'est l'ouverture. Est-ce que ça te fait grincer des dents que IBM ait récupéré ces photos pour entraîner son logiciel d'intelligence artificielle ? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'au niveau, par définition, si tu le mets sur Flickr sous une licence de type Creative Commons, ça veut dire que les gens peuvent l'utiliser. Donc, c'est une utilisation comme une autre. Et donc, il n'y a pas vraiment de notion de privacy. C'est pas comme s'ils avaient accédé à des comptes privés et ils avaient fait tourner les réseaux de neurones sur les données. La question intéressante, c'est que la plupart des licences Creative Commons, ça t'empêche les utilisations commerciales. Et en fait, quand tu entraînes un réseau de neurones avec donc toutes ces données, c'est une utilisation commerciale puisque tu vas par définition retirer de la valeur sur les poids qui ont été créés dans ton réseau de neurones grâce aux données sur lesquelles tu as entraîné. Et donc, alors en l'occurrence, excuse-moi, je t'interromps une seconde parce que IBM a quand même fait les choses assez bien. Si j'ai bien compris, et je crois que c'est le cas, ils n'ont utilisé que des images sous Creative Commons. Je ne sais plus quelle est la licence qui autorise tout, y compris les utilisations commerciales. Je crois que c'est CC0. Et ils ont fait en sorte que les gens qui ne voulaient pas que ça soit utilisé puissent même aller sur le site et retirer leurs images du set de données qui sont utilisées. Donc, ils ont vraiment essayé de s'assurer que c'était que des images pour lesquelles ce type d'utilisation commerciale était utilisé. Mm-hmm. Et c'est pareil, tu as effectivement si ça n'a pas changé depuis que j'ai mis des trucs sur Creative Commons, tu pouvais dire c'est utilisation non commerciale ou c'est OK utilisation commerciale à condition que je suis reconnu ou etc. Mais non, d'un point de vue privacy, ça me pose pas de problème parce que par définition, si c'est sur Flickr, tu le partages. Ou si c'est sur Flickr de façon ouverte. Plutôt que dans des comptes où tu as besoin d'avoir un accès contrôlé, une AI, c'est comme un utilisateur courant, quoi. Ouais, c'est-à-dire que ces images pouvaient être utilisées pour des banques d'images ou pour quelqu'un pouvait l'utiliser pour faire sa pub et c'était déjà une utilisation commerciale. Tu pouvais te retrouver, toi, avec ta photo de vacances, si tu l'avais mise en Creative Commons sur Flickr, il y avait plein de gens qui le faisaient, à être utilisée comme photo de pub pour une pub d'une société, quoi. Donc il faut le savoir, mais je crois que en fait la frustration est venue du fait que Flickr est un service un petit peu d'une autre époque, d'il y a une dizaine, peut-être même un petit peu plus longtemps d'années, et que à l'époque on était encore dans cette optique. Ouais, partageons tout, ouvrons tout, c'est sympa, on est tous frères et sœurs sur la Terre et la vie est chouette. Et on n'avait pas, comme je le disais au début, on n'avait pas cette même préoccupation sur la valeur des données privées. Donc je crois que ça vient aussi un petit peu de là. Mais je crois, moi, je m'aligne finalement sur ta vision et sur la vision de Ryan Merkley de Creative Commons. C'est quand même les gens qui sont à l'origine du truc. C'est que, oui, quand c'est ouvert, c'est ouvert. Donc il faut choisir la bonne licence pour votre contenu, quoi. Non, la question intéressante, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une AI utilise tes données pour son training et qu'est-ce que ça veut dire d'enlever ces données après coup, sachant que une fois que c'est dans les réseaux de neurones, c'est dans les réseaux de neurones, quoi. Ouais, c'est-à-dire que, a priori, l'intelligence artificielle peut pas recréer votre photo, elle a disparu, mais elle s'est servie de ça pour reconnaître les visages. Donc, mais au niveau de l'aspect préoccupation vie privée, je pense que là, on est quand même assez en sécurité. Ça a servi pour entraîner à savoir ce qu'était un visage, mais ça ne veut pas dire qu'il peut... peut-être qu'au pire du pire, si vous avez beaucoup de photos, il reconnaîtra mieux votre visage que le visage d'un autre. Ce qui d'ailleurs est à la base du problème qu'on a pour reconnaître les visages des minorités qui sont moins représentées dans les sets de données qui sont utilisés par ces intelligences artificielles. On sait notamment que les intelligences artificielles de reconnaissance faciale
sont moins bonnes pour la reconnaissance des personnes noires, des personnes à couleur de peau plus foncée, et en particulier évidemment les noirs, parce qu'ils ont moins de données de personnes noires qui ont été ingérées. Mais bon, là on parle de complètement autre chose que ce problème de Creative Commons, mais c'est dans ce sens-là peut-être que ça pourrait influencer, quoi. Écoutez, on va faire une petite pause très rapide pour vous rappeler patreon.com/rdvtech, comme je vous le disais en début d'émission. Si vous appréciez l'émission, ça prend 2 minutes et vous soutenez et vous permettez à l'émission d'exister. Donc je vais juste dire ça, j'en ai déjà mis une couche en début d'émission. Toi, tes enfants sont plus étudiants, je crois, Jeff. Si, mon fils finit son collège, là, donc sa 4e année. Il est à Bard, sur la côte Est, mais il finit en fait à Stanford. Donc là, il est à Stanford jusqu'à la fin. C'est l'université, ouais. L'université, et oui, pardon, l'université. C'est le collège américain. Le college, c'est ça. College. Et donc, et ma fille vient juste de décider de partir à l'université de Hofstra, qui est aussi sur la côte Est. Mes gamins aiment bien New York. Ils aiment bien être loin de leurs parents. Exactement. C'est quoi le truc le plus loin possible de Palo Alto? Donc, va partir 4 ans à Hofstra. C'est sur Long Island. C'est au nord de l'aéroport de JFK. Mais bon, écoute, c'est l'université, donc ça te concerne peut-être un petit peu moins, mais il y a un article très intéressant de Taylor Lawrence sur The Atlantic qui explique comme les jeunes aujourd'hui, on parle plus de lycéens et de collégiens qui utilisent leurs ordinateurs en cours, qui utilisent désormais pour communiquer, non pas des applications de chat, non pas sur leur smartphone des applications de type, est-ce que je sais moi, Snapchat ou Instagram ou ce genre de trucs. Ils sont bien plus malins que ça. Ils sont mis à utiliser des Google Docs ou des documents sur Microsoft Office 365, soit avec le chat intégré, dont la plupart des professeurs et des parents certainement ne savent même pas qu'il existe. Il y a un outil de chat dans les Google Docs. Et ce qu'ils font, les petits malins, c'est que ils clonent un document que leur prof leur a donné pour le cours, parce que ça se fait aujourd'hui. Moi, à mon époque, on avait des feuilles de papier, mais ça, c'était il y a bien longtemps. Ils clonent le document, de manière à ce que le document ait l'air normal, et soit ils chattent avec la fonction de chat, soit ils tapent carrément dans le document avec différentes fontes pour qui est en train de taper, de manière à pouvoir chatter entre eux. À un moment où on interdit les smartphones à l'école, c'est quand même marrant de voir que ce type d'utilisation se développe. Bon, je pense qu'en France, on n'utilise pas énormément d'ordinateurs à l'école, au collège et au lycée encore, donc les smartphones... Et ça c'est en cours, pendant le cours ou mais c'est pendant le cours, mais oui, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça le truc, c'est que c'est pendant le cours. Pour pas se faire gauler, ils utilisent des chats de Google Doc. Et évidemment, personne n'en sait rien, tu vois, parce que les parents, les profs, t'as un Google Doc, quoi. Qu'est-ce que tu vas voir tu vas même pas penser qu'il y a un outil de chat là-dedans. Bref, voilà. Je sais pas, ma fille, c'est pas, ce n'est pas vanté, mais je sais pas si elles sont montrées, donc. Maintenant à l'université, tu fais ce que tu veux, t'es responsable de toi-même de toute façon. Non, parce qu'elle est encore en train de finir elle est en train de finir le lycée là. Elle est au lycée encore pour 3. Tu lui demanderas si elle utilise Google Doc pour chatter avec ses potes. Ouais. Mais je sais pas, ils utilisent tellement d'applis, de machins, de trucs, elle passe son temps, son nez dans son téléphone. Et je sais pas si c'est du Snapchat, je sais pas si, Snap, je sais pas si. T'en sais plus rien, quoi. Je sais pas. Puis de toute façon, elle est déjà, elle a été acceptée à l'université, donc déjà, on va essayer. T'es content, c'est bon. T'as pas le temps de te préoccuper de ce genre de truc, je comprends. Peut-être qu'un truc qui va te préoccuper, c'est le service d'Apple, le service vidéo d'Apple, qui devrait être annoncé la semaine prochaine, selon les dernières rumeurs, serait lancé, non pas... En fait, nous, la plupart d'entre nous imaginaient une sorte de Netflix d'Apple. En fait, ça serait plutôt un service qui réunit ou une bonne partie de services vidéo tiers et qui en plus à terme aura des avantages, des exclusifs d'Apple, mais qui au lancement n'aurait aucun exclusif. Mais le but, alors on verra la semaine prochaine,
Mais le but ne serait pas de lancer un concurrent à Netflix en tant que tel, mais plutôt de simplifier la réunion de nombreux différentes sources, de la même manière que le fera le service de news qui va réunir les sources enfin les magazines, les journaux différents en format numérique. Donc, bon, c'est une orientation un petit peu différente. Et on a vu aussi qu'ils ont annoncé des nouveaux iPads, un nouvel iPad 10,5 pouces, un nouvel iPad Air et un nouvel iPad mini qui n'avait pas été mis à jour depuis longtemps et qu'ils fonctionnent avec l'Apple Pencil, mais l'Apple Pencil première génération, celui qui se charge au cul de l'iPad, ce qui est très drôle. Mais ils ont donc annoncé ça avec un communiqué de presse tout bête. Ce qui veut dire qu'ils ont vraiment l'intention de frapper fort sur les services au moment de la conférence de la semaine prochaine. T'y crois, toi, au succès de ces nouveaux services Apple ou c'est quelque chose qui restera quand même moins important que leur matériel ? Écoute, tu regardes le succès de leur service de musique, tu regardes le succès de l'Apple Store, tu vois que même s'ils ne sont pas toujours les premiers sur un segment, ils ont un tel poids, une telle capacité en fait à faire convertir leurs utilisateurs que et puis les mecs c'est pas des cons, hein, donc en termes d'études marketing et savoir là où il faut qu'ils se lancent, je pense que ça va être intéressant et la question c'est qui est-ce qui va en pâtir. Est-ce que c'est Netflix qui va en pâtir? Est-ce que c'est les opérateurs de câbles qui vont perdre encore plus de clients? C'est peut-être plus ça leur visée en fait, c'est simplifier la télé traditionnelle en format numérique, ce qui va accélérer peut-être la transition de l'ancien câble qui était très cher et dont on connaît tous les défauts vers le numérique, quoi. En tout cas dans le cas des clients d'Apple. C'est l'idée, je pense. Huawei a visiblement un OS qui est prêt pour le cas où il se trouve interdit d'OS américain. Ils ont développé leur propre OS qu'ils se gardent sous le coude, ce qui est sans doute une très bonne chose de la part de Huawei. On imagine que c'est une version d'Android qui est customisée, mais c'est intéressant de voir qu'ils sont prêts pour le cas où ils ont des problèmes avec, encore plus de problèmes avec les Américains. On a un nouveau prototype de Twitter qui facilite la vue de tweets comme l'utilisation conversationnelle de Twitter qui fait tout un tas de choses, qui est une version prototype, comme je le disais, qui n'est pas une version publique encore, mais c'est assez intéressant parce que quand j'en avais entendu parler, moi je me disais ouais bon c'est quand même un petit peu gadget. Et puis en voyant les screenshots du prototype, je me rends compte que ça change un petit peu l'utilisation de Twitter et que ça peut le rendre plus... C'est des petites touches, mais ça rend ça un petit peu plus facile à suivre pour le cas des conversations. Et donc, ça focalise un petit peu l'utilisation et ça déprécie aussi de différentes manières les utilisations un peu plus buzzy, un petit peu plus... pas algorithmique, mais un petit peu plus... comment dire ? Ça cache, par exemple, dans certains cas, le nombre de retweets et de likes, ce genre de choses. Donc, ça vous encourage à discuter plus qu'à poster des trucs pour le plaisir de se faire retweeter et liker, dans une certaine mesure. Est-ce que tu utilises encore Twitter, toi, ou est-ce que tu as abandonné un petit peu l'outil ? Non, j'utilise toujours TweetDeck. Avec plein de colonnes pour suivre ce qui se dit. En gros, je suis très peu de gens, je crois que je suis que 200 personnes, 200 comptes sur Twitter. C'est quand même pas mal. Ouais. Mais je traque tout ce qui se dit à propos de mes entrepreneurs, à propos des boîtes qu'ils ont fondées, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc tu t'en sers comme outil de veille plus comme outil de discussion, quoi. Voilà. Et en fait, je poste surtout à mes amis sur Facebook, et c'est beaucoup on parle de vin, de neige, de chiens, et de choses plutôt personnelles, donc tu le vois parce qu'on est amis, mais autrement, poster en ouvert, c'est quasi systématiquement des trucs relatifs au boulot, relatifs à mes boîtes, et puis de temps en temps, se plaindre à propos de Trump.
Oui, ça on le fait publiquement aussi, c'est vrai. Et peut-être que tu le fais en privé également. Non, Euh, je le fais en public parce que de toute façon, il n'y a aucune raison de ne pas le faire en public. Mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup Twitter, tu vois, je pense que pour 10 messages sur Instagram et Facebook aux amis, je vais peut-être poster un ou deux tweets. ouais. Je poste moins qu'avant. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est un outil qui, enfin, les deux sont en train de diverger. Ouais. Bon, il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais je sais que tu n'as plus beaucoup de temps. On pourrait parler d'avatars de réalité virtuelle qui est en train de développer Facebook, qui sont hyper intéressants. C'est les codecs avatars. Alors, c'est du développement, on n'en aura pas avant un moment, mais c'est des avatars qui sont en fait hyper réalistes par rapport à votre visage et qui reproduisent les mouvements du visage en fonction de ce que vous dites. Donc, ça peut modéliser en réalité virtuelle votre visage, c'est assez surprenant. Il y a une nouvelle version d'Android qui amène pas énormément de choses, à vrai dire. C'est le début de la bêta développeur, donc on en parlera quand il y aura un petit peu plus de choses. Google a calculé, c'était combien 31 trilliards de décimales de pi. Ça, c'est une ingénieure de chez Google qui a mis 112 jours de calcul à calculer 31 billions. Trilliards, c'est en anglais. Trillion, c'est en anglais. C'est 31... Ah, je sais plus si c'est billion ou milliard, je crois que c'est billion. Bref, beaucoup de décimales de pi, mais c'est le nouveau record du monde. C'était intéressant aussi. Mais du coup, moi, la question que je voudrais te poser, c'est à l'occasion d'une déclaration de Benoît Hamon, notre homme politique bien connu et évidemment très apprécié en France. Il disait qu'il voulait lui aussi démanteler les GAFA, et ça fait référence à quelque chose dont on parlait la dernière fois, qui était la déclaration de Elizabeth Warren, une des candidates au poste de la Maison-Blanche, qui disait qu'elle voudrait démanteler les monopoles des GAFA, essentiellement en séparant les plateformes et les contenus. Donc une même société ne pourrait pas posséder la plateforme et le contenu. Et du coup, on en a parlé la semaine dernière avec Elsa et Cédric, mais je te pose la question à toi aussi, qui est au cœur de cet écosystème. Comment est-ce que vous avez pris cette déclaration d'Elizabeth Warren, au-delà de la faisabilité ou non? C'est vrai que c'est une déclaration d'intention qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais comment est-ce que, je dirais, vous, dans la Silicon Valley, et puis toi qui as un pied dans la culture française et un pied dans la culture américaine, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Bah déjà, j'allais pas voter pour Warren, mais clairement, on va faire en sorte que ce soit pas élu. Parce que d'accord, ça ne plaît pas cette idée. ça fait partie en fait d'une vague de populisme que l'on voit aux États-Unis avec un virage à gauche que prennent les démocrates, qui est plus qu'irritant, où en gros ils racontent tout et n'importe quoi pour essayer d'attirer le peuple. Et je sais pas en fait où on en est avec le peuple français, mais le peuple américain aujourd'hui, tu leur dis n'importe quoi, et ils le croient parce qu'ils savent. Les gens n'ont pas l'intelligence et la culture nécessaires pour essayer d'avoir suffisamment d'autocritique pour essayer de comprendre si quelque chose est réel ou pas. Et c'est comme ça que dans le cas de dans le cas de ce qu'elle dit, c'est pas un truc qu'elle a inventé et sorti de nulle part. L'idée qu'une société comme Facebook, justement, avec Facebook, Instagram, WhatsApp, l'idée qu'il y a une sorte de monopole, c'est quand même pas complètement incongru non plus, non? C'est pas incongru, mais c'est pas la raison pour laquelle Facebook ou Twitter se sont retrouvés à influencer le résultat des élections il y a 2 ans. C'était parce qu'en fait, ils n'étaient pas capables de se battre contre les vagues de désinformation. Et donc, quand tu vois, quand tu as dit ah bah je veux que Amazon revende Whole Foods. C'est-à-dire comme s'il y avait un mal à ce que Amazon et Whole Foods. Enfin, c'est un peu de la connerie en boîte. Et là, je fais pas une défense à outrance des grandes boîtes de tech ici, mais j'ai pas trouvé que ce que proposait Warren n'avait aucun sens. D'accord. C'est pas que, enfin, en fait, tu trouves que ça n'arrangerait pas les problèmes qu'elle dénonce, en fait. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Ouais. C'est en gros, ça attire la partie gauche, donc
qui est en train donc socialiste machin, qui est en train de taper sur la tech, et donc de manière à attirer les votes, à taper sur la tech. Mais ça va pas arranger. Tu regardes en fait les problèmes qu'on a aux États-Unis, c'est pas là que on va en trouver. Moi, je te suivrai peut-être sur la question de Facebook. Il y a plein de problèmes avec Facebook et les réseaux sociaux. Je suis pas convaincu que le fait de les séparer corrigerait les problèmes dont on parle souvent. Par contre, sur Amazon, la manière dont ils influencent leur concurrence et dont ils peuvent influencer des sociétés émergentes et même faire une concurrence vraiment déloyale en adaptant leur prix, là, je crois qu'il y a peut-être une question plus légitime à poser sur la question du monopole. Mais bon, ça serait un débat un petit peu plus long. Oui, mais c'est pas. Je ne dis pas le contraire. Mais à ce moment-là, c'est la pratique même d'Amazon en tant que cette espèce d'énorme entité qui va toucher à plein de pans de l'économie. Mais le fait de revendre Whole Foods, ça va pas changer grand-chose. Ouais. Tu vois, donc je dis pas que fondamentalement elle a tort sur l'ensemble des choses, mais les solutions qu'elle propose, c'est, ça n'a pas vraiment de sens. Faire en sorte que Facebook évite au maximum d'avoir une influence négative sur les élections parce que ils sont utilisés comme vecteurs de désinformation, absolument. Mais le fait que tu aies WhatsApp et Instagram et Facebook sous le même empire, tu vois, c'est décorrélé. Oui et non, sur la question de la désinformation, ok, mais si tu te dis, bon, moi je veux pas que toutes mes données privées, c'est un autre problème effectivement, mais si je veux pas que toutes mes données privées aillent au même endroit, si tu te dis, bon bah Facebook j'aime pas trop, je vais passer chez Instagram, surprise, t'es toujours chez Facebook. Si tu dis, bon ok, mes amis utilisent WhatsApp parce qu'au moins c'est des messages privés, on a moins de données sur nous, c'est encore Facebook. Donc le consommateur du coup n'a plus le choix d'où il va, où qu'il aille c'est Facebook, tu vois ce que je veux dire ? De cet aspect, oui, c'est pas la question de la désinformation. Tu peux utiliser Telegram, tu peux utiliser Signal, t'as encore des choix. Hein. Donc pour toi, Facebook n'a pas de monopole. Enfin, à vrai dire, la question, c'est pas s'ils ont un monopole ou pas, c'est s'ils l'utilisent de manière illégale quand ils ont un monopole. Mais non, c'est pas. Là encore, c'est pas ça la question. C'est tu regardes les problèmes que pose Facebook aujourd'hui aux États-Unis en tant que démocratie, et c'est des réels problèmes, mais faire une désagrégation de Facebook et de péter Instagram d'un côté et WhatsApp de l'autre, ça corrigerait pas ces problèmes-là. Ça répond pas au problème. Et bon, maintenant, on va voir ce que ce virage à droite ou à gauche vers tout ce qui est privacy, etc., qu'a annoncé Mark récemment. On va voir ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire en termes de produits, on va voir ce que ça veut dire en termes d'infrastructure, on va voir ce que ça veut dire en termes de contrôle. Mais là encore, le coup de utilisons la loi antitrust des États-Unis pour essayer de faire changer les choses, je vois pas la connexion. Bon, écoute, ça ne surprendra peut-être pas grand monde. Moi, je pourrais avoir un débat avec toi sur ces questions, mais on laissera ça pour un épisode à venir. Ce sera avec plaisir, mais c'est pas maintenant. Oui, non, effectivement. Aille. Mais si vous voulez un regard sur cette question de Facebook que tu évoquais, on en a parlé également dans l'épisode précédent avec Cédric et Elsa, donc vous pouvez aller écouter l'épisode juste avant. C'était une conversation passionnante aussi. Merci d'avoir été avec nous, Jeff. C'est toujours un bon moment passé avec toi. Est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs où on peut te retrouver sur Internet avant qu'on se quitte ? Oui, je suis Jeff, @Jeff sur Twitter. Et puis voilà. Parfait. Donc, @Jeff sur Twitter. Pour ma part, c'est @NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Parce que Patrick était déjà pris. J'étais pas aussi rapide que Jeff dans ma connaissance des nouvelles startups à l'époque. Et vous pouvez retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr. Vous pouvez venir commenter tout ce qu'on a dit, évidemment, sur l'article de cet épisode. Et comme toujours, patreon.com/rdvtech pour ceux qui veulent soutenir l'émission financièrement.
et me permettre d'aller acheter un palace à San Francisco. J'en suis San pas Francisco. loin. Ouais, c'est ça. Il manque encore quelques abonnés, une poignée d'abonnés, et ça sera bon. Je pourrais aller faire augmenter un petit peu les prix de l'immobilier à San Francisco. Quelques milliers de millionnaires d'abonnés. C'est ça. Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao.